Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, Baglis TV vous invite à assister à un débat qui a pour thème Paul Lecourt et l'ère du Verseau. Nous avons deux invités, Jacques Grimaud, président de l'association Atlantis, et à ma droite, Jacques Heilbronn, docteur d'État, qui connaît bien ce sujet puisque sa thèse, éditée en 1999, traite du texte prophétique en France. Je vais commencer par Jacques Grimaud et lui demander de nous présenter Paul Lecourt, puisque nos téléspectateurs le savent peut-être. Paul Lecourt est né en 1871 et est né au ciel en 1954, selon l'expression consacrée, et il est décrit comme un écrivain ésotérique français. Pouvez-vous nous éclairer, nous donner quelques éléments sur la vie de Paul Lecourt ? Très brièvement, donc né à Blois, la ville même où naquit un personnage aussi connu que lui, probablement davantage, René Guénon. Donc en 1871, il va parcourir un petit peu tous les pays disponibles à cette époque afin de recueillir ce qui l'a passionné dans ses études qui furent classiques, c'est-à-dire latin-grec. Il se rendra donc surtout en Grèce, en Crète, etc. Il va suivre des parcours assez peu connus de nos jours, d'individus, de personnalités discrètes dont l'étendue de la pensée n'est pas encore appréciée. Paul Lecourt, donc, n'a pas d'appétit particulier pour ce que vous appelez l'ésotérisme, en réalité. C'est un homme touche à tout, qui est plutôt attiré par les aspects de la vie. C'est la vie qui l'intéresse premièrement. Et l'aspect caché de la vie, si vous appelez l'ésotérisme, auquel cas, ça intéresse Paul Lecourt. Ce sont les aspects cachés, ce qui vient derrière les apparences, qui vont le passionner. Et c'est un homme qui est nanti d'une forte volonté, d'un charisme important. C'est un actif, un créateur. Et donc, à partir de sa vie intérieure, très riche, très documentée, il va essayer de modifier la trajectoire de l'homme en général, dont il a le souci, à travers des articles dans la revue Atlantis. Alors, s'il a nommé cela Atlantis, ça n'est pas pour faire seulement référence au continent submergé dont parle Platon suite à Solon, c'est simplement parce qu'il considère que les errements de société peuvent faire que la société moderne, terrestre, coule à son tour sous la charge de l'immoral, du lait, tout ça. Lui, c'est un platonicien en réalité. Si on devait donner la vraie définition de Paul Lecourt, il serait plus juste de dire ce n'est pas un ésotériste, c'est un platonicien. Donc, premier point. Deuxième point, et ce qui l'intéresse, c'est la vie morale avant tout, parce qu'il considère que ça, c'est une science. La science pour Paul Lecourt, et pour Atlantis jusqu'à maintenant, c'est protéger la vie. Protéger la solidité des relations humaines avec la nature, avec le divin, avec ce qui enrichit et stabilise l'homme dans sa dignité. Voilà Paul Lecourt. Donc lui aussi, comme tout un chacun, a fait des erreurs de parcours. J'espère qu'on en parlera parce que c'est un sujet que M. Heilbronn aime aborder. Mais dans l'ensemble, voilà qui est Paul Lecourt. Alors je noterai, pour en terminer, qu'il est mort en février 1954, le mois du Verseau. Et je pense qu'avant de parler de Paul Lecourt et l'ère du Verseau, il faut un petit peu préciser ce qu'est le zodiaque. Je pense que M. Heilbronn aussi doit présenter à sa manière Paul Lecourt. Jacques Heilbronn, c'est à vous. Le débat est fort, parce que finalement, la question de savoir qu'est-ce que c'est que cette théorie de l'ère du Verseau, quelle est son histoire, quand est-ce qu'elle est apparue, il est évident que, et à ce moment-là, ça permettrait de déterminer quel est l'apport de Paul Lecourt à ce sujet. D'accord. Mais pour savoir quel est son apport, il faut déjà savoir ce qui existait avant lui. Donc ça, c'est une démarche historique évidente. Il n'a pas tout inventé du domaine en question. Et quel est son mérite et quelle est sa valeur ajoutée? Bien sûr, parce que c'est pas le tout de vouloir changer la vie morale ou constater que la société est en décadence. Il faut bien évidemment apporter des choses et faire œuvre pour les générations futures. Donc, le mot ère du Verseau renvoie à une théorie chronologique. C'est-à-dire effectivement, il y a eu des étapes et à partir du moment où on brandit ce concept d'une nouvelle ère, parce que finalement c'est un peu ça dont il s'agit, il annonce qu'on est dans une nouvelle ère ou qu'on s'en rapproche, peu importe, et que cette nouvelle ère va peut-être impliquer de nouvelles pratiques, de nouvelles références, et donc par conséquent, par rapport à ce que disait M. Grimaud, effectivement, les choses vont changer.
Alors ça, c'est très intéressant au niveau prophétique, dès qu'on annonce quelque chose qui va changer, ou qui est la fin de quelque chose qui a précédé. Puisque qui dit ère du Verseau dit ère des poissons. Bien évidemment. Donc on est dans un passage. Il faut préciser que dans le zodiaque dont il est question, le zodiaque précessionnel, l'ère du Verseau vient après l'ère du Poisson, ce qui n'est pas la même chose que dans le zodiaque tropique. Voilà, alors justement, pouvez-vous expliquer la différence entre un zodiaque tropique et ce zodiaque dont vous venez de parler? C'est-à-dire que c'est un héritage. Peut-être pourriez-vous définir la différence entre théorie et doctrine pour nos téléspectateurs? Le souci, par exemple, de quelqu'un comme Paul Lecourt ou moi-même dans ce domaine, ça n'est pas de constituer un corps reconnaissable, c'est d'aller rechercher ce qui nous a été livré et de le donner dans sa formulation moderne. C'est-à-dire que, pour être rapide, c'est dans Platon qu'il a trouvé l'idée d'une ère précessionnelle appelée grande année chez Platon et qui, comme le zodiaque tropique qui dure 1 an, dure ce que dure la précession des équinoxes sur le zodiaque céleste, à savoir environ, pour Platon, 25 920 ans. C'est-à-dire que ça excède extrêmement largement la durée de vie d'un individu. Alors, cette durée de... Non, alors là, je suis obligé quand même d'intervenir parce que on a l'impression, en écoutant M. Grimaud, que Paul Lecourt a inventé cette doctrine des airs. En fin de compte, il a eu des prédécesseurs, donc ce sont ses prédécesseurs. Oui, c'est Platon à la source, pour lui. Enfin, il n'y a pas un lien direct entre Platon et Paul Lecourt. Il y a eu... Hormis les textes. Donc, oui. Non, donc en tant qu'historien de l'astrologie... Je disais simplement la source de Paul Lecourt. La source initiale, mais c'est même pas sa source. Enfin, moi, je m'intéresse beaucoup à la question des sources, parce que je suis historien des textes. Donc, c'est très précis. D'où vient, qu'est-ce qu'il a pris à qui, etc. Précisez-nous, entre Platon et Paul Lecourt, quels sont les textes anciens auxquels nous pouvons nous référer? Il y a un grand écart. Donc, effectivement, c'est intéressant parce que quand un auteur emprunte à un autre auteur, en fin de compte, il emprunte à cet autre auteur des informations. Alors maintenant, on ne peut pas dire pour autant que les informations que l'auteur auquel il emprunte possédait, il a eu directement accès à lui. Donc, en fin de compte, d'une certaine manière, Paul Lecourt a pris connaissance de travaux, notamment, alors il faudra quand même rappeler que c'est à la fin du XVIIIe siècle que toute cette doctrine s'est mise en place. C'est révélé. Paul Lecourt peut-il être considéré comme un continuateur de tous les gens qui ont été favorables à cette doctrine depuis Platon? Alors il faudrait quand même préciser qu'au départ, la doctrine n'est pas celle de l'ère du Verseau. La doctrine, c'est celle des airs. Oui. Alors, l'année précessionnelle. Donc, c'est une doctrine qui est rétrospective, c'est-à-dire qu'elle étudie, elle se fonde, enfin, elle essaie de se fonder sur le fait qu'effectivement, il y a eu des ères précédentes, et que ces ères précédentes étaient caractérisées par certains éléments. Et c'est ça qui essaye de constituer cette ère. Il faudrait d'ailleurs s'interroger déjà sur la validité même de la doctrine, pas celle de l'ère du Verseau, mais la doctrine des ères précessionnelles. Quelle est sa validité? Jacques Grimaud a parlé d'une durée de 25 790 ans. 25 920 ans. Cela nous fait une année, comment dirais-je, par mois zodiacal. C'est ça, on divise 60 ans. Donc on divise ce zodiaque comme l'autre en 12 parties égales. Enfin, évidemment, ça ne correspond pas à la réalité sidérale. Parce qu'évidemment, les constellations ne sont pas... les constellations, puisqu'on parle de constellations, les constellations ne sont pas égales. Ça n'est pas de constellations qu'on parle en astrologie, puisque ça réfère à l'astrologie, mais de signes. C'est-à-dire que les signes soient connotés dans le ciel entre astrologie et astronomie, ça vient de l'histoire. C'est-à-dire que les anciens n'avaient pas de différence foncière entre ces deux domaines. La différence qu'ils y mettaient, eux, c'est l'astronomie, c'est le corps des choses, l'astrologie, c'est l'âme des choses. C'est-à-dire le sens. En matière de signes zodiacales, nous retrouvons exactement les mêmes signes que dans une astrologie. C'est cela qui, justement, fait que l'astrologie est attaquée. Historien de l'astrologie, le passage, la dualité entre le zodiaque des signes et les constellations est un sujet qu'il faut aborder de façon approfondie. Ça n'est pas aussi simple qu'il semble que c'était présenté. Au départ, effectivement, le zodiaque, c'est-à-dire quand je dis zodiaque, j'entends cet alphabet, en quelque sorte, de symboles, est originé dans le cycle des saisons. Donc c'est pas un zodiaque du ciel, c'est un zodiaque de la terre. Tropique. C'est un zodiaque de la terre. Donc au départ, on a un zodiaque tropique saisonnier
Qui reprend les saisons telles que nous les connaissons aujourd'hui. Non seulement les saisons, mais les mois. Avec ses équinoxes, ses solstices. Alors, on va aller plus loin et plus vite probablement. L'année solaire divisée par l'année lunaire donne grosso modo 12 périodes qu'on appelle des mois, parce que mois et moon, c'est la même source. Il y a 12 fois, 12 rencontres du soleil et la lune. 12 croisements, 12 mariages sacrés. Donc, voilà. Alors les almanachs médiévaux, comme les très régeurs du duc de Berry, ont développé une iconographie liée à ces 12 mois. Et aux usages sociaux allant avec. C'est déjà autre chose. Le passage des 4 saisons, de l'iconographie des 4 saisons à ces 12 mois, c'est tout à fait autre chose. Pourquoi? Parce que les 12 mois renvoient aux activités des hommes. Le mariage, le rapport aux animaux, etc. Donc c'est déjà une valeur ajoutée au système des saisons qui est considérable. Alors, cette valeur ajoutée est apparue quand dans l'histoire? Alors, justement, c'est un sujet assez délicat. On la trouve notamment, par exemple, sur les cathédrales, n'est-ce pas? Vous avez des séries de 12, ce qu'on appelle les travaux et les jours. Donc, on la trouve tout à l'heure comme dans les Allemands, mais probablement, c'est quelque chose de certainement de très ancien. Puisque, justement, si le zodiaque, tel que nous connaissons, est issu. Parce que la théorie que j'ai développée, c'est que le zodiaque est issu d'un ensemble plus vaste que le zodiaque. Comme d'ailleurs au niveau du tarot, le tarot est issu d'un ensemble plus vaste. Donc effectivement, les sources du zodiaque, je vais prendre le cas du Verseau justement, parce que je me suis beaucoup intéressé à l'histoire du symbolisme du Verseau. Quelle est l'origine du symbolisme du Verseau? Eh bien, c'est le mois de février, comme on a dit, c'est le mois de janvier-février, et dans les almanachs, dont j'ai parlé, et notamment l'almanach, le calendrier des bergers ou des bergères, ou bien le très régent du Berry, on voit des personnages qui sont attablés. Parce que vous savez, en mois de janvier-février, finalement, on ne peut pas tellement sortir dans la nature, donc on se retrouve... On a tué les cochons, et on se profite du vin nouveau. Donc on est attablé, et un des éléments de la... la galette. Exactement, voilà. Un des éléments de la table, c'est effectivement la boisson. Et d'ailleurs, vous savez pas citer le sous-titre de l'ouvrage, c'est du Verseau et Ganymède. Oui. Référence grecque. Qui est le nom d'origine de l'ouvrage. Hein. Et Ganymède, les chansons des dieux, c'est lui qui sert à la table des dieux. Donc l'imagerie et la scénographie du Verseau, on est attablé et il y a quelqu'un qui nous sert. Mais c'est un motif, en réalité. Ils sont devant un grand feu, une grande cheminée, et puis il y a toutes sortes de ripailles. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que l'arcane majeure du tarot, la première arcane majeure du tarot, le battleur, retrouve la même chose. C'est-à-dire qu'on retrouve la table, on retrouve une coupe, on retrouve, d'ailleurs la coupe c'est un élément du tarot, mais on retrouve même une cruche, si vous voulez. La etc. coupe c'est l'emblème même du Verseau. Donc là c'est voilà. Donc en réalité, il faut revenir un peu en arrière. Donc il y a donc cette question du symbolisme maintenant. Alors maintenant, comment cet ensemble de pratiques terrestres, socio-culturelles liées à la vie agricole, à la vie rurale, s'est retrouvé au niveau des constellations. Il semble que ce soit ce que j'appelle un processus matriciel, une transposition. C'est-à-dire qu'on a voulu, toute l'histoire de l'astrologie est fondée sur cette transposition de la matrice solilunaire et la matrice saisonnière sur le ciel, pour étudier à ce moment-là, non plus le Soleil et la Lune, mais les planètes. Alors on fait une espèce, on dit, puisque ce qui est vrai pour le Soleil et la Lune, c'est vrai aussi pour les planètes. Et à ce moment-là, on finit par introduire cette bande zodiacale au niveau pas général. Le contraire, c'est-à-dire on voit chez les Sumériens, les justement, Babyloniens, je crois que c'est un contresens majeur. C'est un contresens majeur. Qui aurait ramené à cette vie terrestre. Je crois qu'il s'agit d'un contresens majeur, bien typique du monde des historiens, à savoir, on est aristotélicien, c'est-à-dire qu'on part des choses terrestres pour les remonter vers le ciel, alors que dans le sentiment de Platon, ce sont les principes, les archétypes qui viennent du ciel et qui en quelque sorte, forment cette matrice terrestre. Et c'est le fait, justement, de penser cela qui fait qu'on est ou non astrologue et apte à comprendre cette formulation. Alors, c'est assez embêtant parce qu'effectivement, on vient de dire, Monsieur Grimaud vient de dire il y a quelques minutes, que c'était lié à la question du Soleil-Lune, la division en 12. Oui, le mariage hiérogamos. Donc on voit bien qu'en réalité, donc là nous différons totalement, puisqu'on voit bien qu'au contraire, ça s'est enraciné d'abord dans les observations terrestres, Soleil-Lune, saisonnières, avant de passer au niveau sidéral. Le débat est là.
si ce n'est que dans certaines sociétés antiques, le calendrier lunaire était le seul calendrier préexistait largement à des conditions. Pas de calendrier solaire. Pardonnez-moi, mais la chose est réglée facilement. Il permet aussi, la calendrier lunaire, il y a aussi une division en 12 du calendrier. Moi, je suis désolé de le dire, moi, je suis... Historiquement, la chose est démontrée facilement, en ce sens que l'astrologie a précédé l'agriculture, a précédé la vie sociale. Et cela, Alexander Marchak le montre, 35 000 ans avant notre ère, il y avait des notations célestes très précises, le cycle lunaire, le cycle solaire. Et c'est la division du cycle lunaire qui a donné l'indication saisonnière, et pas l'inverse. Pouvons-nous aborder pour nos téléspectateurs un petit peu d'histoire et savoir quand est-ce que à quelle époque les premières observations astronomiques et les premières prédictions astrologiques ont eu lieu, et dans quel site et en quelles circonstances, puisque... On laisse l'historien. Moi je suis un chercheur au niveau de l'histoire de l'astrologie, donc il y a un certain nombre d'évidences ou de pseudo-évidences que je ne peux pas accepter, effectivement, sur ce sujet. Je ne suis pas là pour répéter ce qui a été écrit il y a 100 ans sur ce sujet. Le grand basculement, c'est la découverte des planètes. C'est-à-dire la découverte du phénomène planétaire. Découvrir qu'il y a dans le ciel non seulement des étoiles, mais qu'à certains moments, il y a des planètes qui rentrent en conjonction avec les étoiles, donc qui sont mobiles. Alors, donc, effectivement, le zodiaque a servi à découper le cycle des planètes. Donc on ne peut pas isoler cette question. Ce n'est qu'à partir du moment où on s'intéresse à un objet qui bouge, qui sont les planètes, que la notion du zodiaque fait sens. Puisqu'à ce moment-là, il va y avoir des cycles qui sont constitués, et ces cycles, il va falloir les structurer, les baliser, et on va, pour les baliser, recourir à un alphabet qui est déjà existant, qui est l'alphabet zodiacal, qui a d'abord servi pour, justement, comme on l'a dit, au niveau Soleil-Lune, au niveau des calendriers, et on dit, voilà, eh bien, puisqu'il faut structurer le mouvement cyclique des planètes qu'on vient de découvrir, c'est-à-dire on vient de découvrir qu'il y a une dialectique entre les planètes et les étoiles, eh bien, on va récupérer cette matrice zodiacale qui est déjà ancienne, qui appartient à ce que j'appellerais une proto-astrologie, et on va l'utiliser, on va dire, voilà, de même que au niveau Soleil-Lune, le Soleil passe par un certain nombre de cycles et de phases, eh bien, on va décider que Saturne ou Jupiter vont passer par les mêmes phases. Le problème, c'est qu'évidemment, ce n'est qu'une transposition, parce que quand Saturne entre dans le Bélier ou dans le Taureau, ça n'a plus aucune répercussion au niveau saisonnier. Donc, ce qui était vrai au sens strict quand le Soleil entre en Verseau ou en Poisson, ne l'est plus quand on l'applique à Saturne ou à Jupiter, mais le principe même d'un passage de la planète par ces 12 états est calqué sur celui du Soleil, voyez-vous. Alors, c'est un processus de calcage. À quel moment a pu apparaître justement les notions de prophétie ou de lecture ou de décryptage de cet alphabet? Attendez, parce que là, pour l'instant, on est au niveau de l'astronomie, oui, monsieur. Hein. Enfin, alors justement, le problème qui est intéressant, c'est que la constatation de la dialectique planète-étoile est faite par les astronomes, et qu'à partir du moment où on veut découper les cycles qui sont ainsi mis en évidence et qu'on essaie d'en tirer des significations, on bascule vers l'astrologie. Oui. Voilà. Il n'y a pas de différence ontologique entre astronomie et astrologie. Ça s'est différencié clairement à partir de Colbert, 1666, où il a dit d'un côté, il y a des savants qui s'occupent des distances, des vitesses, etc., c'est-à-dire le monde physique, et le sens a été repoussé parce que ça n'a pas de caractéristiques scientifiques. Je rappelle, Henri Poincaré dit « il n'est de scientifique que le mesurable ». Alors, la recherche du sens, c'est une chose, la recherche des vitesses, des couleurs, etc., c'est autre chose. Mais à l'origine... Monsieur, je suis un historien du XVIIe siècle. L'histoire de Colbert, c'est un lieu commun qui est très, très contesté aujourd'hui depuis longtemps. D'ailleurs, moi-même, Mais l'université en témoigne. Non, écoutez, ça fait partie des mythes fondateurs de l'astrologie contemporaine, que Colbert aurait fait ceci ou décidé cela. D'ailleurs, on le diabolise. Ce sont aujourd'hui, que ce soit moi ou que Hervé Drévillon, etc. C'est une idée qui non, c'est une idée. Bon, alors, je voudrais quand même, écoutez, voilà, oui, mais le problème c'est que quand les gens n'ont pas de domaine, ils parlent de tout et de n'importe quoi. Donc effectivement, comme vous, le problème, c'est que ce que je voudrais dire, c'est que le mot, alors ce qui est assez paradoxal, c'est que le mot astronomia, le terme nomia en grec n'a pas du tout le sens qu'on lui attribue actuellement. Quand vous allez sur... Quelle est l'étymologie alors? L'étymologie du mot nomia, c'est la loi. Mais la loi au sens juridique. Quand vous regardez les
les dictionnaires, etc., vous apercevez que... Donc, en fin de compte, initialement, c'est une loi, au sens législatif, en quelque sorte, et non pas au sens scientifique, une loi qui s'appuie sur les cycles cosmiques. Ce n'est pas la volonté de comprendre les cycles cosmiques, mais c'est une volonté de fonder le principe de la loi sur les cycles cosmiques. Par exemple, le Shabbat, par exemple, le 7e jour, est une loi religieuse qui est fondée sur le cycle cosmique des phases de la Lune, des 4 phases de la Lune, normalement. Très spécifique. Cela dit, ça s'est peut-être perdu entre-temps, mais effectivement, c'est ça le principe. C'est-à-dire qu'effectivement, le Shabbat devrait correspondre soit à la conjonction du Soleil et de la Lune, soit à la pleine Lune, soit à la nouvelle Lune, soit à un quartier de Lune. Bien que Donc, Shabbat désigne Saturne. oui, mais ça, c'est un... Alors effectivement, là, on entend un autre sujet. Effectivement, on a une structure de... Alors, c'est ce qu'on a... Le problème, c'est la septuplation du temps. On est passé du jour à la semaine, et ça, c'est déjà un gain considérable, de même qu'on est passé de l'année, avec les planètes, à une autre structure qui, par exemple, est ce qu'on appelle l'année de 7 années, avec Saturne. Donc, qu'on retrouve d'ailleurs dans le songe de Pharaon, 7 Vajra, donc il y a l'histoire de l'astrologie, c'est la volonté de conférer aux sociétés un temps qui est multiplié par 7. C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu de fonctionner au jour le jour, on fonctionne de 7 jours en 7 jours. Au lieu de fonctionner d'année en année, on fonctionne par période de 7 années à 7 années. Quand Joseph conseille le Pharaon, il lui dit pratiquer une politique sur 7 années. Hein, oui. Donc ça, c'est le grand gain. Et donc, l'année jubilaire, 7 fois 7, 49. Donc effectivement, l'astrologie est... Alors l'astrologie, moi j'appellerais ça, c'est en fait non, c'est l'astronomia. Ce que j'appelle l'astronomia, c'est une volonté, c'est pas l'astronomie, l'astronomia, c'est une volonté de fonder les lois humaines sur le cosmos. D'accord. Ça, c'est une définition. A bien compris. C'est une définition qui m'apparaît très convenable et solide, sur laquelle on peut franchement bâtir. À ceci près, c'est qu'à l'origine, il a bien fallu que l'homme s'intègre dans la machine naturelle et qu'il en détermine les facteurs sur lesquels il pouvait construire intellectuellement. À savoir la succession du jour et de la nuit, qu'est-ce qu'on en fait? La division par la semaine, c'est l'observation lunaire, simplement. Les 4 phases de la Lune se succèdent par période de 7 jours. Donc tout cela est valablement fondé sur une observation de la nature et non sur une projection, comme on le dit fréquemment. Aussi bien M. Heilbronn est fondé à me faire des remarques sur ce que je pourrais ne pas savoir, aussi bien moi je ramène le débat sur ce qui était dans la tradition atlantéenne fondée par Paul Lecourt à travers Atlantis, à savoir les anciens, comme il les appelle, et quand tous les gens qui étudient, notamment Platon le dit, les anciens observaient. C'était d'abord et avant tout des observateurs, et comme les Grecs étaient particulièrement des rationalisateurs et qu'ils empruntaient leur science, entre guillemets, essentiellement aux astronomes de l'époque, c'est-à-dire les Égyptiens et les Babyloniens, la différenciation qu'il convient d'observer, c'est que tout ce qui est relatif aux étoiles et aux corps célestes eux-mêmes devrait s'appeler astronomie, c'est-à-dire l'énoncé de la loi, et le suivi de la loi. L'astrologie, le langage, le discours, c'est cela. L'interprétation, alors, finalement, de cette observation. Non, mais je dis exactement le contraire. Je viens de dire qu'effectivement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut... Alors, donc, il y a un clivage traditionnel entre astronomie et astrologie. Imposé je viens de dire à l'instant que je le remets en question, ce clivage. Oui, moi également. C'est le mot... Alors, d'abord, premièrement, je précise que depuis qu'on parle de tout à l'heure, j'ai bien précisé que l'astrologie, c'était cette recherche de la nomia au niveau social... parce que moi je vois une approche très sociale, c'est très sociologique de l'astrologie. Elle est fondée, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'observation par les observateurs des différences entre les planètes et les étoiles. Donc il est évident qu'on ne peut pas faire une loi du cosmos, enfin on ne peut pas élaborer une loi sur le cosmos sans connaître le cosmos. Alors, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais on ne prend, c'est déjà bien. Et ça c'est le point qui est important. Et ça va faire problème par rapport aux astrologues actuels, et notamment l'époque du XXe siècle, c'est que on ne prend du cosmos que ce qui est nécessaire à la loi. Donc, il y a celui qui étudie le cosmos dans son exhaustivité et qui, lui, veut décrire au maximum le cosmos, et le législateur qui ne veut prendre du cosmos que ce qui peut être utile pour fonder la loi. Et évidemment, il fait un tri, il fait des choix. De cette observation du cosmos, y a-t-il des interprétations après?
qui sont faites par d'autres docteurs de la loi ou d'autres... Pardonnez-moi, avant personnes. cela, il y a deux choses à définir. L'astrologie, ses caractéristiques, ce qui la fonde, c'est d'une part déterminer un temps et ensuite qualifier un événement. Ça, c'est le travail de l'astrologue, quelle que soit son époque, quel que soit son lieu, ce sont ses deux responsabilités. Maintenant, la méthodologie appliquée à ces deux objectifs, elle est scientifique, si je puis dire, dans le fait que pour déterminer un temps, il faut regarder le cosmos avec les outils et l'intelligence de l'astronome. Après, l'interprétation, c'est le travail de l'astrologue. Et je pense que là, c'est plus clairement installé. Et là, alors, êtes-vous d'accord sur cette définition entre astrologie et... Je ne suis pas d'accord parce que ce sont des représentations qui existaient. Les représentations que signale M. Grimaud sont des représentations qui correspondent à un état de l'histoire de l'astrologie, l'histoire de l'astronomie, qui appartient aux années 50-60. Or, nous sommes en 2010. Ça, c'est une interprétation de M. Albron. Parce que on le lit déjà à ce moment-là. Ça n'est pas là le problème. C'est un état ancien de l'étude de ces questions, que ce soit sur Colbert, que ce soit etc. Aujourd'hui, on voit les choses autrement. Au niveau de l'astrologie, il y a différentes écoles. Alors, il y a une école qui voudrait que l'astrologie soit ne se contente, son cahier de charges devrait uniquement consister à donner du sens à tout ce que les astronomes découvrent, ce qui explique qu'on s'intéresse aujourd'hui à Pluton, à Cérès, etc., que tout ce qui sort du chapeau de l'astronomie fasse immédiatement sens en astrologie. Bon, alors ça, c'est un point de vue qui existe, etc. Et l'autre point de vue que je mets en parallèle et en opposition, c'est celui de la nomia, c'est-à-dire que l'astrologie prend du cosmos ce qui est utile pour faire fonctionner la police, la société, la cité. Avant d'arriver à Paul Lecourt, peut-être pourrions-nous faire un peu d'histoire et retracer quelle a été au cours des siècles... Non, mais attendez, je crois qu'il faut... Alors, effectivement, ce que nos téléspectateurs doivent comprendre, c'est que la doctrine, enfin, la doctrine de la précision d'équinoxe, qui a été donc développée par Charles-François Dupuy, par Volney, par Delaunay... Alors, Dupuy, pourriez peut-être préciser les époques. Nous savons que c'est la fin du XVIIIe siècle. Voilà, c'est ça. Ce sont des historiens des religions qui ont... des voyageurs. Français, d'ailleurs, voilà. comme le préciser. Voyageurs. Bien que bizarrement, par la suite, et dans le cas de Paul Lecourt, par exemple, il semblerait que c'est plutôt des sources anglo-saxonnes qu'il est utilisé, parce que, entre-temps, ce sont les anglo-saxons qui ont récupéré les travaux des Alan Français. Léo, notamment, et donc, finalement, il y a aussi là des espèces de chassés-croisés assez complexes qui font qu'on peut parler de Platon, on peut parler du Dupuy, mais en réalité, en fin de compte, les sources immédiates de Paul Lecourt, c'est plutôt les sources américaines. Les sources littéraires. Pour la source philosophique, c'est l'Égypte, la Grèce, la Crète, la Babylonie, et tout ce qui, dans le monde ancien, avait science, avait pouvoir. Oui, ça, c'est le point de vue posé par Paul Lecourt et Atlantis en général. On recherche les sources, non pas littéraires comme l'historien, mais les sources de la pensée. Si ce n'est qu'il pensée. a quand même été inspiré par les écrits, de la fin comme n'importe qui se cultive, il en passe par le livre. Il y a un problème de méthodologie qui est assez amusant, parce qu'effectivement, il y a deux problèmes différents. Au niveau, pour l'historien des idées, il est évident que Paul Lecourt fait appel à Platon, etc. Mais pour l'historien des textes, il est indispensable de dire à quels ouvrages il a utilisé. Et que ces ouvrages qu'il a utilisés, et ces ouvrages qu'il a utilisés, qui ont paru dans les années 1910-1920, étaient des ouvrages américains qui, eux, effectivement, se référaient à Platon, etc. Donc finalement, il a capté certaines informations de façon indirecte par le truchement de ces auteurs qui s'intéressaient déjà aux airs. Donc il n'a pas élaboré de lui-même ce concept d'air précessionnel, il l'a connu, il en a pris connaissance. Non. Il figurait dans Platon, puisque Platon dit explicitement que le passage d'une ère à une autre s'est fait par l'Atlantide. Non, mais c'est n'importe quoi. Il figurait. Non, ça c'est votre opinion, monsieur Albron. Je dirais sinon que c'est n'importe quoi ce que vous racontez. Je dis simplement que dans le sens, monsieur Lecourt s'est intéressé non pas à la théorie, mais à la doctrine des airs précessionnels à partir de Platon, qui est le premier en Europe, en Occident, à faire valoir ce point de vue qui est tout égyptien. Si ce n'est que Paul Lecourt, c'est quand même... il ne fait qu'enrichir... Mais il n'a fait qu'enrichir un point de vue. Il n'a fait qu'actualiser le point de vue. On ne peut pas parler, là, je suis désolé. Je crois que vous parlez beaucoup. Attendez, si chaque fois maintenant, on va nous reprocher de minimiser le rôle de Paul Lecourt, donc on va nous empêcher de dire
tous, s'agit pas, quelles sont les c'est ça. dettes de Paul Lecourt. Il ne faut pas trahir la personne. Il a directement eu accès à Platon. Il s'agit de ne pas Paul trahir la Lecourt. personne. Je dis que M. Tous Lecourt, les sujets c'était... qu'on va aborder, on va y avoir un barrage. Pourriez-vous nous parler de Dupuis et de Volney, justement? Non, mais justement, alors donc effectivement, quel que soit le respect que j'ai pour Paul Lecourt, il est un fait que le concept d'air précessionnel avait été élaboré déjà depuis 150 ans, avant lui. Avant. Hein? Non, mais non. Au niveau de la littérature, Oui, bien sûr, oui, bon, oui. non, mais je veux dire qu'il puisse avoir été élaboré par Platon bien avant, on s'en fout à la limite. Pierre Dailly en fait état. Ce qui est intéressant, c'est le contexte intellectuel dans lequel Paul Lecourt a fait ce qu'il a fait, et il est clair que s'il n'y avait pas eu tous ces auteurs qui ont précédé depuis 150 ans, il serait probablement pas parvenu à élaborer les idées qu'il a développées. Bon, donc, oui, mais... alors maintenant, qu'on puisse faire une sorte de télescopage et dire directement contact direct entre Paul Lecourt et Platon. Ça n'est pas ce que j'ai dit. Je dis, là, vous oubliez quand même les étapes antérieures aux anglo-saxons qui se sont intéressés, parce que le livre faisait son vrai travail international. Avant les anglo-saxons, Paul Lecourt s'est intéressé à Joachim de Flore, à Pierre Dailly, au moine Gerson, à toutes les sources qu'il a pu trouver. C'est parce que les Américains avaient fait ce travail de rassemblement qu'il en a, voilà, qu'il l'a utilisé. Il ne fait pas référence à ce que sauraient les anglo-saxons, qui eux se sont instruits des choses platoniciennes et toutes sortes. La première source, à part Platon, c'est Ptolémée, qu'utilise Paul Lecourt. Alors je dirais même, Paul Lecourt ne s'est pas inspiré seulement que d'une seule source. Il ne s'est pas inspiré, il a recherché, il ne s'est pas inspiré. Il aurait fallu faire appel à monsieur Christian Lazarides, qui est le grand spécialiste des airs précessionnels. Il aurait effectivement, qui habite Nice et qui est un des chercheurs les plus pointus sur ces questions-là. Effectivement, par exemple, Pierre Dailly, bon, moi je connais très bien Pierre Dailly qui en 1414 avait fait figurer dans ses manuscrits l'année 1789. Exact. Bon, au musée de Chantilly, à la bibliothèque de Chantilly. Les travaux de Pierre Dailly. Il disait que c'était un changement d'air, pardonnez-moi quand même. Et il fondait son travail, Pierre Dailly, sur le travail d'un arabe, qui lui a fait un ouvrage dans lequel il parle exclusivement des airs. Exactement. Donc c'est bien ça qu'il faut montrer. Alors justement, c'est intéressant. La théorie des airs est une autre chronologie. Qui n'est pas une théorie, qui est une doctrine. C'est important. La théorie, enfin, c'est ça comme voudrait. C'est important. Attendez, la théorie, on peut la créer soi-même. La doctrine, on l'emprunte à d'autres. C'est ça la nuance. Bon, alors, encore faut-il ne pas la dénaturer. C'est ce que je reproche à M. Elbron. Vous êtes capable de nous aborder, c'est des questions de sémantique. C'est important d'être précis. Alors, effectivement, moi je peux employer le mot théorie, Monsieur le Président, ou pas, sans être interrompu toutes les 30 secondes. Bon, alors donc, la théorie des airs. Et je ne donne aucun côté polémique à ce mot théorie. C'est un terme qu'on emploie généralement. On dit la théorie des airs précessionnels, comme on dit la théorie des grandes conjonctions. La théorie des grandes conjonctions, c'était, qui est la conjonction Jupiter-Saturne, était le système en vigueur pendant tout le Moyen-Âge et à l'époque de Pierre Dailly, etc. Et effectivement, elle proposait des cycles de 800 ans, et Pierre Dailly, même si, entre parenthèses, on puisse parler d'air par rapport à cette théorie des grandes conjonctions, cette théorie des grandes conjonctions, les airs au niveau des grandes conjonctions ne sont pas les mêmes airs qu'au niveau de la précession. Donc on ne va pas dire, puisque un tel a parlé des airs dans un contexte chronologique donné, il a dit la même chose que celui qui a parlé des airs dans un autre sens. Donc le grand apport des gens comme Charles-François Dupuis, qui s'est fait d'ailleurs aux dépens de la théorie des grandes conjonctions, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont proposé une autre théorie chronologique, une autre théorie de l'histoire du monde, une autre théorie de l'histoire des religions, que celle qui prévalait du fait d'Abou-Machar, qui au Xe siècle a élaboré une théorie qui a inspiré effectivement Pierre Dailly, mais quand Pierre Dailly annonce en 1789, d'ailleurs, il ne se fonde absolument pas sur les airs précessionnels, il se fonde sur d'autres théories que je connais bien, qui sont les théories Jupiter-Saturne, la théorie des cycles de 300 ans, etc. Donc, effectivement, on est là dans un champ qui est celui de la métrologie, ou la chronométrologie, c'est-à-dire les structures les façons de... C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a des façons de mesurer le temps. Des façons de mesurer le temps, et toute forme de mesure du temps débouche sur un certain forme de prophétisme. C'est ça qui est assez amusant. C'est-à-dire que dès que vous élaborez une théorie chronologique, dès que vous élaborez même une chronologie, on prend par exemple la prophétie des papes. Oui. La prophétie des papes, elle est fondée sur une chronologie, et à partir de cette chronologie,
eh bien, on débouche sur la prophétie, parce qu'on va extrapoler, on va dire, puisque cette chronologie fonctionne de cette manière-là, eh bien, on va dire qu'est-ce que ça nous annonce pour l'avenir. Il y a deux ordres d'idées qui sont mélangés aussi. Il y a deux ordres d'idées mélangés ici. Monsieur Heilbronn a écrit un livre qui s'appelle Décodage et influence, pape et prophétie, en 2005. Et justement, ce Pierre Dailly est peut-être moins connu de nos téléspectateurs que Nostradamus. D'ailleurs, entre parenthèses, je voudrais préciser que Nostradamus, c'est probablement le sujet que j'ai le plus approfondi, n'est-ce pas? Enfin, on n'en a pas parlé ici. Mais cela mériterait peut-être un autre débat. Enfin, la prophétie des papes, c'est une chronologie prophétique. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'en fin de compte, avec l'ère du Verseau, c'est aussi une chronologie prophétique. Parce qu'on va dire, puisqu'il y a eu on n'en a pas parlé, l'ère du Taureau, l'ère du Bélier, l'ère du Poisson, pourquoi n'y aurait-il pas une nouvelle ère qui viendra? Et à ce moment-là, je voudrais quand même qu'on dise dès le départ, une théorie qui est rétrospective, c'est-à-dire qui analyse le passé à travers un système, devient prospective en disant, sur les mêmes bases qui nous ont permis de comprendre le passé, on va pouvoir déterminer l'avenir. Et c'est là qu'évidemment, on bascule de la chronologie au prophétisme. Et c'est là le problème, parce que toute la question, tout le poids aujourd'hui de l'ère du Verseau, c'est bien cela. On n'est plus avec des historiens comme Dupuy qui simplement se contentent d'étudier l'évolution d'un certain nombre de symbolismes au regard de certains mouvements célestes qu'on n'a pas encore d'ailleurs pris le temps de définir, vu les circonstances. Et on va dire, voilà, du même qu'il y a eu le temps du Bélier, le temps du Taureau, le temps du Bélier, les points de Verseau, on va vers le temps du Verseau et on va vous dire ce que sera le temps du Verseau. On va pas simplement vous dire quand il va commencer, mais on va vous dire, donc on devient prophète. Donc l'historien devient prophète. Ou plus exactement, les travaux de l'historien sont récupérés par l'ésotéristes dans un sens prophétique. Donc il y a toujours cette espèce de basculement et de dialogue entre l'historien qui se contente ingénument de décrire des choses, et puis quelqu'un arrive ensuite en disant ah mais oui, vous avez dit ça, donc je vais vous dire ce qui va se passer. Alors, ce basculement entre historien et ésotérique, comment vous le concevez Alors un petit, avant d'en passer à cette bonne question, je souhaiterais dire que, en fait, Pierre Dailly prend à Albumazar la date de 1789 qui est indiquée par Albumazar comme étant le moment d'un changement de cycle d'air. Donc, alors, attends, c'est pour ça. Alors, il dit que Jacques Heilbronn dit, ça n'est pas sur les mêmes critères. En effet, parce que le problème qu'il évoque, sans le citer, savoir quand il y a conjonction de multiples cycles, on ne sait pas déterminer de quel cycle on peut parler à coup sûr. Ça, c'est un aspect de la chose. Maintenant, la différence entre ésotériste et historien, c'est la même qu'entre astrologue et astronome. L'historien s'occupe des faits dont il prend connaissance, c'est-à-dire des éléments matériels. L'ésotériste, il voit derrière les faits une interprétation du lien entre la créature et son milieu, c'est-à-dire la nature pour ceux qui ne croient pas en Dieu et Dieu au-dessus de la nature pour ceux qui y croient, et ainsi de suite. Donc la différence de point de vue, il n'y a pas incompatibilité, il y a complémentarité, mais la différence de point de vue peut faire comme M. Heilbronn le fait avec moi, qu'il y ait une apparence de contradiction, ce qui n'est pas la même chose. Moi, par exemple, quand je vais dans la montagne et que je regarde la plaine, c'est pour le plaisir de regarder la beauté des choses que je ne vois pas de loin. Voilà. Mais je ne comptabilise pas ces choses. Je regarde la chose comme un tableau, c'est beau. Mais je ne comptabilise pas les points qui font les couleurs, les dimensions. Voilà la nuance. Parce que pour l'ésotériste, ce qu'il recherche dans l'univers, ça n'est pas tant ces dimensions qui contribuent à sa connaissance sans aucun doute, mais vraiment, quel est son langage? Il se dit, moi j'ai un langage, les animaux que je vois ont un langage, les formes sont un langage, les couleurs sont un langage, la durée des choses, c'est un langage. Et il recherche s'il y a une cohérence qui serait de même ordre que l'ordre qu'il voit dans le cosmos. C'est ça l'ésotérisme. C'est celui qui voit une orange et il se dit qu'est-ce qu'il y a derrière cette orange? Voilà, à quoi ça sert ça? Par exemple, un verre, il le regarde, il ne s'occupe pas seulement de la dimension, de la nature, de la substance, de ses propriétés, etc. Il se dit d'où vient l'idée de verre. C'est tout. Je crois qu'il faut introduire ce que Kepler appelait le tertius intervenient. Astrologue et astronome. Il y a un troisième personnage qui est oublié là et qu'il faut quand même ressusciter, que j'ai essayé de ressusciter depuis tout à l'heure, c'est le législateur. Le législateur... C'est Dieu pour les ésotéristes. Il y a donc... introduisons le législateur. Le législateur... mais quelle définition vous donnez au législateur? Certains disent c'est Dieu, est-ce que c'est un grand législateur? Pour les ésotéristes et les anciens, c'est la divinité créatrice. Alors, si vous voulez,
par rapport effectivement à ces données brutes qui sont fournies par les astronomes et éventuellement par les historiens, il y a deux démarches. Il y a celle effectivement de l'ésotériste au sens où qu'a donné M. Grimaud, qui est celui d'une volonté de comprendre ce que nous disent les documents. Mais le législateur, lui, c'est pas ça, sa démarche. Le législateur, c'est de dire qu'est-ce qu'il va prendre de ces documents pour établir sa loi. Donc, il ne va prendre que dans la finalité d'une application juridique pour la cité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces informations nous disent? Par exemple, fixer le calendrier, fixer les fêtes, fixer les élections, fixer tout ce qu'on voudra. Qu'est-ce qu'on peut prendre de ces informations pour, par exemple, quand on prend, par exemple, si on parle la fête de Pâques, c'est une utilisation par la législation de faits historiques, plus ou moins d'ailleurs mythiques, ou légendaires. Astronomiques, c'est le passage mais c'est aussi, du point vernal. C'est aussi la sortie d'Égypte, etc. Donc effectivement, le législateur va intégrer, va insuffler dans la vie de la cité des informations données par les historiens, par les astronomes, surtout, mais il va le faire de façon extrêmement filtrante. C'est-à-dire qu'il ne va pas tout prendre, il n'a pas vocation, le législateur n'est pas là pour donner de la signification à tout ce que font les historiens et à tout ce que font les astronomes, il va en prendre ce dont il a besoin, ce que j'appelle l'instrumentalisation. En fonction des pays, le législateur, qui n'est pas le même, va interpréter différemment des mêmes faits historiques. Ah oui. Est-ce qu'il y aurait dérive ou pas, ou d'après vous, comment vous pourriez l'analyser? Puis tout à l'heure, Jacques Grimaud a employé le terme de point vernal. Voilà. Donc j'aimerais peut-être que l'on discute de cette notion de point Monsieur vernal. Heilbronn a failli dire Pessard, puisque c'est sa culture. Pessard, c'est le passage du point vernal, c'est-à-dire qui tranche, si je puis dire, l'écliptique. Alors pour cela, il faut comprendre que si on avait le Soleil ici, j'espère que les caméras peuvent suivre, le plan de circulation des planètes se fait sur la surface de la table. C'est ce que l'on voit dans le ciel. Le Soleil passe comme ça, la Lune passe comme ça, les planètes passent comme ça sur fond d'étoiles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écliptique. L'écliptique, donc, c'est la circulation, toujours la même, qui n'est pas la circulation en réalité des planètes, mais le fait que la Terre tourne sur elle-même. Donc on a une vision égocentrée sur la Terre. C'est l'observateur terrestre qui détermine cela. L'astronome, lui, il voit ça de tous les points du cosmos. L'astrologue, il se borne à « je suis le centre de l'univers parce que je suis ». Et ça, c'est cartésien. Pourquoi? Parce que lorsque Descartes dit cogito ergo sum, c'est-à-dire je pense donc je suis, il se situe au milieu de l'univers. Donc on peut partir sur ce principe. Maintenant, lorsque le point vernal revient à son point de départ, c'est-à-dire pour nous qui avons codifié le temps au printemps, c'est-à-dire où toute la nature semble se renouveler, il y a passage, c'est le mot même Pessah. Or que le législateur ait donné une forme particulière et donner des éléments mnémotechniques pour que la population qui n'est pas instruite de l'astronomie, etc., se souvienne, ça, c'est le travail d'un législateur. Ça ne change absolument rien à l'astronomie et à l'astrologie. Le propos de l'ésotériste, c'est de se dire, je vois ce verre, je le mesure, et je regarde sa fonction. Mais qui a fait cela? Pourquoi la fonction que j'étudie? Pourquoi le matériau que j'étudie est là? C'est cela qui l'intéresse. Et de ce fait-là, le sens domine la science. La science ne prend sens que parce qu'il y a quelqu'un qui essaye d'en faire la synthèse. On n'est pas là, voilà. pour dire... Je donne le point de vue de l'ésotérisme et de celui de Paul Lecourt. La question m'a été posée, j'y réponds. Cela peut éclairer voilà. nos téléspectateurs. Le point de vue de Paul Lecourt. Mais on va pas... Bon, évidemment, chacun essaie de parler de ce qu'il connaît. Je pense que le point de vue de l'historien n'est pas supérieur. Alors, je voudrais revenir à votre questionnement, parce que finalement, ça me paraît pertinent au bout d'une demi-heure de discussion que les gens sachent un petit peu ce que c'est que le point vernal, etc., parce que pour l'instant, ils ne sont pas très avancés. Alors, effectivement, la découverte, je dis bien la découverte, par les historiens des religions de la fin du XVIIIe siècle, découverte entre guillemets d'ailleurs, c'est découverte selon laquelle, alors le point vernal, qu'est-ce que c'est que le point vernal? Le point vernal, c'est effectivement de voir où, dans quelle constellation, au moment du printemps, se trouve le Soleil. Au moment du printemps, au niveau du zodiaque tropical, on entre dans le printemps. Mais, en revanche, quand on regarde les constellations, dans quelle constellation se trouve le Soleil à ce moment-là, il ne se trouve plus
au début du Bélier. Parce qu'il y a ce qu'on appelle justement ce phénomène, c'est-à-dire que dont a parlé M. Grimaud tout à l'heure, c'est-à-dire que les étoiles, il y a un mouvement de quelques minutes d'arc par étoile, et qui, quand ça s'accumule sur des siècles, effectivement là, c'est 72 minutes comme ça. Alors, 72 ans pour un degré d'arc, voilà, à peu près. Donc voilà, donc c'est ça qui en fait compte est le fondement de cette précision des équinoxes. Donc effectivement, les historiens, je pense à des gens comme François-Xavier Delaunay ou comme le comte Volney ou Charles-François Dupuy, les historiens observent que, eh bien, au moment où le Soleil, dans l'hémisphère nord, entre dans le printemps, ou même produit le printemps, puisque finalement la saison est produite quelque part par le Soleil, si on peut dire, eh bien, à ce moment-là, le Soleil, quand on regarde dans le ciel, dans le background du Soleil, il entre dans une autre constellation. Et alors la théorie, donc exposons-la brusquement et brutalement, quand ce point vernal, donc qui se détermine au moment où le printemps commence chaque année, coïncide avec la constellation du Taureau, eh bien, on aura une empreinte Taureau de certaines religions. Quand il passe ensuite, quand le point vernal se trouve dans la constellation du Bélier, on aura une empreinte Bélier. Quand X milliers d'années plus tard, n'est-ce pas, le point vernal coïncidera avec le passage et l'entrée du Soleil dans une autre constellation, on aura une ère de type Poisson, etc., etc. Donc c'est ça le principe. Donc effectivement, il y a un jeu constant entre, tout à l'heure je le disais, entre le zodiaque, entre la matrice initiale solilunaire saisonnière et le fait que l'on ait projeté par inadvertance, en quelque sorte, cette matrice vers le cosmos et vers les étoiles, sans savoir évidemment à ce moment-là qu'il y aurait une précession des équinoxes. Et donc effectivement, au lieu d'avoir deux choses qui sont complètement en phase, elles sont déphasées. Et l'idée de ces auteurs, c'est d'avoir pensé que ce déphasage était signifiant. Le déphasage entre deux phénomènes astronomiques devient signifiant. Et il devient signifiant et il donne l'occasion de bâtir toute une théorie du temps, qui est une théorie selon laquelle tous les 2160 ans, etc., etc. Bon, maintenant, il faudra qu'on discute par la suite de la pertinence de cette théorie. La pertinence non plus seulement des calculs, mais la pertinence des observations qui viennent étayer cette théorie. Et ça, quand on y regarde de près, cette théorie n'est pas fondée sur des choses très très solides. Mais c'est ça le principe. Alors, je vais dire simplement que ce que s'entête à appeler une théorie, alors je vais faire la différence. Une doctrine, c'est complet et c'est fini. Une théorie, ça peut évoluer. La doctrine des précessions, elle est déjà fondée à l'époque de Proclus, qui dit ce que Platon a ramené d'Égypte, les Babyloniens le connaissaient avant. Donc, on peut situer dans le temps, historiquement, vers moins 3000. C'est déjà une bonne chose. Et il est très probable, au dire d'ailleurs d'Alexandre Marchak, qui lui n'est pas astronome, astrologue, et il est archéologue, c'est-à-dire au vu des pièces, l'étude du ciel aurait commencé au moment même où l'on retrouve des éléments humains, culturellement parlant, à savoir vers moins 35 000. Il y a d'autres études qui ont été faites. Je pense à Madame Volkevies, Chantal Volkevies, qui a étudié les grottes françaises notamment et les grottes peintes. Et elle a découvert cette chose singulière qui n'avait été vue par aucun historien, aucun astronome, etc., que toutes ces grottes, à 4 exceptions près sur 130, sont orientées sur les phases du Soleil. Donc, première chose, les anciens, quels qu'ils aient été, et sur toute la Terre, ils regardaient le ciel comme référent de ce qui se passe sur Terre. Ils l'avaient perçu, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais apparemment, il semble que ce soit la règle. D'autre part, pour revenir un petit peu centré sur la chose, je vais donner un exemple plus palpable de ce que c'est que la précession des équinoxes. Imaginez que tous les ans, vous soyez exactement au même endroit, au même moment. Vous regardez le ciel, et en effet, le soleil arrivera à un endroit légèrement décalé, un petit peu en retard sur son chemin. Si vous restez là 72 ans, le retard sera quantifiable environ 1 degré. Ça, c'est ça. La différence de trajectoire du cycle des planètes sur le fond fixe. Rien ne se déplace là-dedans. C'est l'ensemble de notre système qui donne ce jeu-là. Donc ce déplacement qui est rétrograde, c'est-à-dire il ne passe plus par
Bélier, Taureau, Gémeaux et tout ça, formation classique, c'est l'inverse qui se produit. Donc on ne peut pas confondre ces deux zodiaques. Ni les astrologues, qui savent très bien de quoi ils parlent dans ce sens, ni quiconque. Or, ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, du point de vue purement scientifique et historique, c'est à quel moment des gens ont pensé que le cosmos teintait, en quelque sorte, aussi bien l'individu, minéral, végétal, animal, humain, et qu'il était capable non seulement de teinter des individus séparés dans l'espace et dans le temps, mais également des ensembles. Savoir, si l'on prend la teinture et qu'on va l'observer, la teinture dont je parle, on va l'observer en Égypte, l'ensemble des productions de l'Égypte sont en accord et en phase avec ce que disent les astrologues depuis des milliers d'années sur les périodes. Non pas la période dans la vie de l'homme, mais dans la vie de la société. Ainsi, on dira de l'ère du taureau. On va demander de spécifier après les moments. L'ère du taureau, c'est au moment où les Égyptiens, ce sont les premières dynasties, fabriquent d'énormités architecturales. Or, le taureau passe pour un constructeur, un terrien, un esthète en même temps. Et à cette époque-là, nous avons le dieu de l'intelligence, qui est Thoth, là-bas, qui va faire des choses en secret. C'est-à-dire que les grandes pyramides, même actuellement, on ne sait pas comment on a pu réaliser des monstres pareils. On ne sait pas exactement à quoi cela sert, parce qu'on ne sait pas différencier ce qui est de l'ordre du factuel, de l'ordre du sémantique. Voilà. Donc, ce qu'il faut considérer pour appréhender correctement ce dont on parle, c'est que la sémantique, là-dedans, ça domine l'ensemble. La sémantique, c'est ce qui permet de comprendre l'ensemble factuel qu'on appelle astrologie, astronomie, sens de la vie, prophétie, etc. C'est le sémantique qui domine, ce qui est là justement le domaine particulier de cette divinité appelée Thoth, qui génère la lune, l'imagination, le travail. Bon, c'est ça qui m'intéresse. L'ère du taureau, on trouve le taureau Apis en Égypte, mais on trouve le taureau ailé chez les Babyloniens. Les résurgences de cette utilisation emblématique et non pas symbolique, autre nuance avec M. Heilbronn, c'est qu'on va retrouver des reliquats de tout cela dans notre histoire. L'emblème n'était pas symbole. Non. L'emblème, il est en relation avec l'histoire et des lieux et des conventions. Le symbole, il est éternel et il est indépendant de l'individu. Je voudrais quand même faire il y a un glissement, effectivement, que je voudrais quand même relever. En ce qui concerne l'ère du taureau, les exemples qu'a donné M. Grimaud sur l'ère du taureau. Alors, il y a deux problèmes complètement différents. Il y a, d'un côté, l'option selon laquelle la loi, les législateurs, à une certaine époque, ont décidé de choisir d'autres symboles en rapport avec l'évolution astronomique. C'est ce qui m'intéressait, en effet. Maintenant, dire qu'à cette période-là, il y avait certains comportements de type taureau, au niveau de la construction, etc., ça c'est déjà un glissement. C'est ce que j'évoquais. Moi, c'est ça ce qui m'intéressait en réalité. C'est ça ce qui m'intéresse. C'est savoir si ça a une fondation. Pour les historiens des religions, la seule chose qui... Bon, alors, effectivement, il y a une espèce de dérapage. C'est-à-dire qu'effectivement, pour l'histoire des religions, on dit voilà, simplement, certaines sociétés ont jugé bon d'adopter certains symboles. On n'est pas en train de dire que ces symboles avaient une action sur la société. Maintenant, si. Vous aurez donc le mot de la fin sur cette phrase. Alors, Paul Lecourt a-t-il pu avoir accès à ces textes apocryphes? Qu'en a-t-il tiré? Qu'en a-t-il fait pour nos téléspectateurs? Est-ce que l'on pourrait maintenant plus aborder son ouvrage, Paul Lecourt, l'ère du Verseau, le proche avenir de l'humanité, préfacé par Jacques Darès? Probable que s'il devait être réédité, je sois le préfacier. Alors, sans doute, l'un d'entre vous pourrait-il nous expliquer un petit peu la vie de cet ouvrage, puisqu'on s'aperçoit que depuis sa création dans les années 30, il a toujours connu des évolutions successives, en tout cas dans sa préface, pas forcément sur le fond, et que Jacques Darès, dans cette dernière édition, a quand même apporté tout un chapitre entier, peut-être un peu plus éclairant. Il a donné des éléments supplémentaires. Simplement, il faut souligner ceci. Paul Lecourt n'est pas un astrologue, ça n'est pas un doctrinaire, ça n'est pas un idéologue, c'est un personnage, comme je l'ai dit, qui se documente parce que ça l'intéresse. Il cherche le secret de la vie, le secret de l'univers, le secret du monde. Alors, quelle était sa vraie spécialité à Paul Lecourt? En fait, il était employé administratif et voyageur. C'était un grand sportif, c'est un homme qui a inventé une partie du sport qu'on appelle le canoë-kayak, qui a développé également une instrumentation pour la personne qui voulait se déplacer dans la nature avec un vélo, une tente, un canoë-kayak, etc. Bon, sans rentrer là-dedans. C'est quelqu'un qui expérimente. Oui, mais ça n'est pas cela qui le marque,
qui le marque de manière indélébile et remarquable, c'est sa vie intérieure. C'est un homme qui, vu de l'extérieur, n'apparaît pas comme autre chose qu'un type obsédé de camping, de grand air, etc. Alors, Oui, exactement. Il aurait pu. Mais c'est surtout sa vie intérieure. Il ne cesse d'interroger la nature, l'homme, etc. Et donc il va dans les documents usuels. Il ne va pas rechercher l'ésotérique. Monsieur Grimaud a raison de dire que Paul Lecourt n'est pas astrologue, et je dirais même plus... Pas davantage d'Arès, d'ailleurs, son successeur. Les astrologues ne se sont pas intéressés aux travaux de Paul Lecourt. Parce qu'il n'est pas astrologue. C'est assez paradoxal, parce qu'aujourd'hui, les astrologues n'ont à la bouche que cette histoire des ères précessionnelles, mais en réalité, au départ, ça a été élaboré par des gens qui n'étaient pas du tout astrologues. Charles-François Dupuy à Paul Lecourt, c'est tout un ensemble de chercheurs qui ne sont pas astrologues et qui ne prétendent pas se situer dans une optique astrologique. Non. Et il y a eu ce que j'appelle le fameux syncrétisme astrologique qui fait qu'à un moment donné, dans les années, je dirais presque après-guerre, que ça a été intégré dans la doxa astrologique. Donc c'est un apport au niveau de l'astrologie. Grâce à ça, notamment en France. Tardif. Voilà. Notamment grâce à ça paraît en 1934. En 1934, la guerre vient effacer, si je puis dire, l'impact, et après ça reprend avec ça en premier temps. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que les astrologues qui sont en France n'ont pas prévu la guerre. Les tropicalistes convaincus se trouvent obligés de parler de l'ère du Verseau qui renvoie à un autre zodiaque. Un autre zodiaque, on en a parlé. Et là aussi, ils sont un petit peu en porte-à-faux, mais ils ont été obligés de récupérer cette doctrine qui était si importante. Je ne crois pas que l'erreur vient, à mon sens, l'erreur vient du fait que les astronomes ont attaqué les astrologues en disant votre ignorance, c'est ça qui vous rend remarquable. Vous confondez zodiaque tropique et zodiaque sidéral précessionnel. C'est faux. La réalité, c'est que les astrologues se préoccupent du zodiaque des saisons parce que c'est adapté à l'homme. Le zodiaque précessionnel est adapté aux civilisations. L'astrologie indienne, mais ça n'est pas comparable. L'astrologie indienne est une astrologie, pas comparable. L'astrologie indienne est une astrologie sidéraliste. Oui. Il y a donc Anayamsa qui fait la différence. Donc il y a des astrologues qui sont sidéralistes. Oui. Il y a il y a un courant. Donc c'est pas l'astrologie est tropicaliste et puis etc. J'ai dit ici en France. Personne en France ne fait d'astrologie indienne. Je suis désolé de vous dire qu'il y a. Il a fallu attendre Labouré pour faire un ouvrage sur le sujet. Il y a Dorsan, il y a Marie Delclos. Enfin, je veux dire, on pourrait faire. Il y a une fédération d'astrologie sidéraliste. Après le cours. Ah mais je vous ai dit que non mais attendez, on n'a pas dit le contraire parce que je vous ai dit tout à fait. Je vous ai dit que l'astrologie n'a récupéré et d'autre part le sidéralisme c'est une chose, la doctrine des ères précessionnelles c'est une autre chose. La plupart des astrologues aujourd'hui acceptent la théorie des ères précessionnelles, ils ne sont pas sidéralistes. Mais je dis que parallèlement ils ne peuvent pas l'ignorer. Parallèlement il y a une astrologie sidéraliste. Et oui. C'est ça que je voudrais préciser. Et il y a même une astrologie stellaire qui est encore autre chose, c'est-à-dire une astrologie qui s'intéresse aux relations entre les planètes et les étoiles. C'est une autre école. Non, c'est un autre outil. C'est une variété d'outils et c'est une variété d'applications astrologiques et rien d'autre. Ça veut dire que ça domine en Inde, mais ça n'est pas un outil supérieur à ceci ou cela. Alors vous parliez de récupération à un moment donné. Est-ce que l'ère du Verseau, l'on voit ici et là, qu'elle est récupérée par le New Age ? Est-ce que l'on pourrait... Aquarius Age. Voilà, Aquarius Age. Alors est-ce que vous pourrez l'un et l'autre développer votre point de vue sur cette question ? C'est certainement, Monsieur Grimaud, c'est un sujet qui l'inspire beaucoup, effectivement. Moi, je suis moins enthousiaste, bien qu'à l'époque, quand j'ai publié il y a 30 ans... Je n'ai jamais publié dans ce domaine, ni fait... j'étais peut-être... Il est clair que la théorie des ères précessionnelles a été effectivement récupérée de façon, je dirais, irréversible par les astrologues qui peuvent plus s'en passer. Et aujourd'hui, dans tous les colloques, etc., c'est une théorie, je dirais, qui est presque en quelque part anti-astrologique. C'est ça qui est un paradoxe. C'est un peu le cheval de Troie de l'anti-astrologie dans l'astrologie. Pourquoi elle est anti-astrologique ? Parce que l'astrologie fonctionne sur des cycles beaucoup plus courts, en fait. On a dit tout à l'heure les cycles de 20 ans ou de 200 ans, etc. Bon, voilà. Et en fin de compte, on est passé d'une théorie le grand paradoxe pour moi, franchement, de la théorie quand on nous parle d'un cycle de 26 000 ans, c'est comme si on ne parlait pas d'un cycle du tout.
Hein. À l'échelle humaine et même à l'échelle historique, qu'est-ce que c'est qu'un cycle de 26 000 ans? C'est-à-dire, ça n'a plus, et même de 2160 ans. Donc l'astrologie cyclique, elle est écrasée par ce cycle, voyez-vous. Et donc finalement, moi qui m'intéresse énormément à la cyclologie astrologique, je ne peux pas avoir de sympathie spécialement pour une théorie qui, au fond, sous couvert d'une cyclicité, fait de la non-cyclicité. Quand je dis à quelqu'un que pendant 2000 ans, il va rester dans une même étape, quelque part, je mets en question toute la théorie cyclique. Parce que, bon, donc c'est très vicieux. C'est-à-dire qu'on on remplace une théorie cyclique de 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans par une énorme théorie en disant, voilà, vous voulez du cycle, on vous donne du cycle. Mais en vous donnant un maxi-cycle, on n'a plus de cycle du tout. On est dans la linéarité. Non, mais surtout, ça, c'est, à mon sens, une invention totale. Monsieur Heilbronn, tout à l'heure, parlait de l'astrologie hindoue. Il faut considérer que l'astrologie tropique ne s'occupe que du cycle équivalent à la durée de vie globale d'un homme. Les autres cycles, ils s'emboîtent les uns dans les autres. La théorie, entre guillemets, toujours théorie, la doctrine du cycle précessionnel, il a pour considération l'humanité, c'est-à-dire un ensemble extrêmement vaste, historiquement, culturellement, etc. Un ensemble très fouillé, très complexe. Ça n'a rien à voir en apparence, mais ça n'est qu'une seule et même chose, à savoir la cyclicité dans l'univers, ce sur quoi se fonde doctrinalement l'astrologie avec raison. L'astrologie, l'astrologue, l'ésotériste, qui l'on veut, et le scientifique est obligé de constater que dans l'univers, tout est à base de cycles. Même Newton le dit très clairement dans ses optiques, on ne peut sortir de cette idée que tout dans l'univers est cyclique et tout se transforme. Même d'un point de vue économique. Alors, on dira tout se transforme. Beaucoup plus courts. Mais oui, mais les grands cycles comprennent les petits cycles. Ce qu'il faut, c'est l'outil adapté. On va pas, Monsieur Heilbronn, on ne va pas adapter la technique d'interprétation des grands cycles et des petits cycles de la même manière, puisque, à l'évidence, les quantités et les qualités ne sont pas exactement les mêmes. On ne les quantifie pas de la même manière. Je ne vais pas parler, par exemple, d'un nombre de milliards de combinaison pour un joueur d'échecs, par exemple, au moment où il apprend les échecs. Ce que je souhaite dire par là, c'est qu'il ne faut pas mélanger tout. Lorsqu'on parle de l'ère du Verseau, il faut considérer non pas l'ère précessionnelle, mais le 12e de cette ère, qui est intermédiaire entre la grande cyclicité donc précessionnelle et la vie d'une civilisation. 2160 ans, ça représente globalement, pour ce qu'on en sait de l'histoire, les grands cycles. Par exemple, l'Égypte, elle aura vécu 1 mois et demi précessionnel, à quelque chose près, puisque les égyptologues donnent une durée de vie de 36 siècles, c'est-à-dire 31 avant notre ère et 5 après. 36 siècles, c'est la moitié. Il y a aussi les grands cycles de l'Inde qui sont énormes. Voilà, bon, c'est ce que j'aurais pu prendre comme argument. Non, mais de toute façon, moi, je suis simplement en train de dire qu'en effet, et j'abonde dans le sens de M. Grimaud, ce n'est pas de l'astrologie, n'est-ce pas? Je suis d'accord là-dessus. Ce n'est pas de l'astrologie. Il se trouve que les astrologues s'en servent, mais ils s'en servent plus ou moins de façon un petit peu contradictoire et confuse. Mais parce qu'ils ne savent pas le sens de l'astrologie. Donc je suis d'accord, ce n'est pas de l'astrologie, et moi, personnellement, je ne pense pas qu'on doive en faire de l'astrologie. Mais effectivement, je pense qu'il faudrait quand même maintenant, moi je voudrais quand même qu'il faut qu'on étudie un peu sur quoi est étayée cette doctrine. Parce qu'on en parle beaucoup. Alors, donc on a le discours, disons, classique, le symbolisme du bélier, le symbole du taureau qui blague. Bon, alors déjà, essayons de comprendre ce que ça suppose. Ça présuppose que pendant 2000 ans, les gens vont adopter un certain symbole, puis que pendant encore 2000 ans ou plus, ils vont adopter un autre symbole, etc., etc. Donc ça implique une perpétuation d'une certaine législation, je dirais presque, parce que finalement, au niveau du symbole, si on dit symbole, on dit législation. C'est-à-dire que ça veut dire qu'une société va reconnaître un certain culte et va donner une certaine forme à ce culte. On est dans le législatif. Et là, dans ce cas-là, je trouve ça très très bien. De ce point de vue, tout à l'heure, je disais que du point de vue astrologique, ça pose des problèmes, mais en revanche, au niveau de la philosophie, on est dans la nomos, c'est-à-dire ce sont des règles de temps qui on fonde le temps de la cité sur le cosmos. Donc ça, c'est très bien. Bon, moi, personnellement, j'ai réfléchi récemment, j'ai repris le sujet à l'occasion de cette rencontre, et je me suis dit, en m'inspirant d'ailleurs de mon travail sur les papes, qui d'ailleurs intéressait Monsieur Lecourt, entre parenthèses. Et moi pareillement d'ailleurs. Puisque nous avons je crois, la vie astrologique où vous parlez. Non, il s'agit de la prophétie des papes qui n'est pas fondée en Paul astrologie. Lecourt, et puis les papes. C'est là-dessus que j'ai étudié l'histoire de la théorie de Saint Malachie.
Alors, dont reprend Oui, Paul Lecourt c'est son exact. ouvrage, Parce que c'est de la qu'à l'époque de culture. Paul Lecourt, on était dans les derniers, on y est d'ailleurs toujours, c'est les derniers papes. Et les derniers temps. Les derniers temps, les Du derniers papes. Donc, christianisme. effectivement, il a Ce qui il a montre fait un qu'il y a lien un entre, changement. bon. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est encore plus proche de cette fin des temps qu'à l'époque de Paul Lecourt, puisque Et tout le nombre monde, de papes, voilà, tout le monde a ce sentiment qu'il y a un changement en gestation actuelle qui est de l'ordre du changement qui a eu lieu entre l'ancien monde et le monde chrétien. Je dis monde chrétien sans appuyer sur le caractère religieux, c'est-à-dire c'est un monde culturellement chrétien avec pour centre religieux la personne du Christ dont l'emblème était le poisson. Oui, et donc on est dans l'ère du poisson. Je rappelle que le nom de son père en hébreu signifie également, il y a une racine hébraïque qui désigne un poisson, Joseph. Hein, Yusuf, c'est celui qui pêche. Enfin bon, sans rentrer dans le détail, ce que je souhaite dire, c'est que si il y a des législateurs, ils introduisent culturellement, religieusement notamment, parce que c'est très prégnant, la religion, c'est la ville extérieure et intérieure, ils introduisent des choses ils le savent au départ nécessairement, puisqu'ils se conforment à un cadre astrologiquement prévu, c'est-à-dire 2160 ans. On voit bien qu'il y a une déliquescence du monde chrétien qui a commencé avec la Révolution et un massacre infernal, si je puis dire, dans leur terminologie de prêtres, et tout ce qui était religieux devait être abattu, tout ce qui, était autre que la vie démocratique, une idée déjà ancienne mais qui n'a jamais trouvé son application, tout cela a été combattu. Donc on voit qu'il y a un changement profond de société, mais qui est factuel, qui n'est pas de l'ordre des idées ou de l'emblème. Il y a un changement réel. Donc c'est ça qui intuitivement... C'est ce qu'on appelle le self-fulfilling prophecy. Oui, on l'appelle comme ça, mais... En réalité, vous avez tout à fait raison de dire que à l'arrière-plan de ces auteurs qui ont parlé de la théorie des précessions à la fin du XVIIIe siècle étaient anti-chrétiens. Ah non. Paul Lecourt, le premier non, mais qui... je parle pas de Paul Lecourt. Mais globalement, qui en parle en France est chrétien et ne se cache pas de Oui, mais on ne parle pas de Paul Lecourt. On parle mais je dis... Je ne mélange pas à la fin du Il ne faut pas mélanger la teinture de la chose et la chose elle-même. Bon, écoutez, je répète une fois de plus que de même que la prophétie des papes visait à annoncer la fin de la papauté, hein, Malachie, c'est aux alentours de 1500. C'est le XIIIe siècle. Voilà. Mais elle n'a pas été, la théorie n'a pas été élaborée à ce moment-là. Elle n'a pas été élaborée à ce moment-là. Elle a été élaborée à la fin du XVIe siècle. Donc la première édition, c'est 1595, voilà. Arnold de Vion, le Lignum Vitae, voilà. Etc. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des outils de guerre, ces prophéties. Propagande. Alors là, donc effectivement. Il se trouve qu'entre-temps, les papes ont vécu plus longtemps, et que par conséquent, la série qu'ils ont donnée, elle a touché une période beaucoup plus longue que celle qui était prévue initialement. Ouais, mais bon, ça, on ne sait pas exactement à quoi ça fait référence. Quand on annonce 20 papes et qu'on pense que chacun va vivre 5 ans, c'est pas comme si chacun vit 30 ans. Bon, donc effectivement, c'est pour ça qu'on n'en est toujours pas à la fin. Ou du moins, voilà. Mais donc, concernant ces gens comme Jean-François Dupuy-Volney et Dolnay, effectivement, leur objectif, c'était quand même de montrer que l'ère des poissons, qui était l'ère chrétienne, se terminait. Hein, et se terminait avec les implications que ça pouvait impliquer. Mais objectivement, elle se terminait. Ce qui est le paradoxe que M. Grimaud dit, c'est qu'effectivement, au bout d'un certain moment, cet outil qui était au départ développé par des gens qui étaient sous la Révolution... qui voulait la révolution, c'est aussi toute une symbolique de la révolution. Hein. On voulait changer les choses, etc. Bon, il se trouve que par la suite, ça a pu être récupéré par des gens qui pouvaient être catholiques. Mais le principe, la fin d'un ancien, comme d'une ancienne alliance. De toute façon. Il faut être clair sur le fond de la chose. Comment Albumazar, qui se référait à des auteurs antérieurs, a désigné 1789 ? Le problème qui se pose, c'est est-ce qu'il a désigné cela en sachant ce que cela voulait dire, ou est-ce qu'on a récupéré cette date pour en profiter et installer un changement de société ? Voilà, ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est la vraie question. Mais le paradoxe... que j'ai évoqué tout à l'heure, ce qui est vraiment le fond de la chose, me semble-t-il, c'est que pourquoi a-t-on élaboré l'astrologie comme guide des peuples ? C'est-à-dire pourquoi les législateurs ont dit on va prendre dans l'astrologie cette emblématique, cette symbolique et l'imposer à des peuples. Vers quoi ? Parce qu'en réalité, le problème qui se pose aux savants, aux scientifiques, c'est est-ce que le projet de l'astrologie a une légitimité ? Est-ce qu'avec l'astrologie, on peut prévoir réellement le devenir d'un homme, d'un individu quel qu'il soit, puisque ça ne se limite pas à l'homme, c'est un événement, etc., d'une part, et d'autre part, en déterminer la nature et l'avenir. Ça, c'est le problème. Les ésotéristes comme Guénon, parce qu'il faut dire que Guénon, Paul Lecourt n'est pas un ésotériste, c'est un curieux, un touche-à-tout. Guénon, lui, il développe à partir de doctrines qu'il va notamment récupérer chez les hindous.
C'est pas pour autant d'ailleurs qu'il les comprend, ni il les expose correctement. La différence fondamentale, c'est que c'est un problème de crédibilité. À savoir, Paul Lecourt, il se fiche de la crédibilité, il compare des événements de l'histoire à ce que dit la doctrine, et il s'aperçoit que quand même, ça semble tenir debout, puisqu'il y a une coloration qui ressemble étrangement. Alors lui, il lit l'astrologie non pas comme un astrologue en croyance, mais en termes de support, d'éléments culturels ordinaires. Darès fait pareil, moi pareil. Oui, mais c'est normal. Il y a la guerre. La guerre, c'est un macro-événement énorme. On se dit, mais là, c'est la déliquescence, parce que quand on commence une guerre de cette ampleur, on ne sait pas jusqu'où ça va et si ça va s'arrêter. C'est là le problème. Donc, mais alors, ce que je rappelle, qui est important et qui jette le discrédit sur la profession d'astrologue, mais pas sur la profession de chercheur en astrologie, savoir, personne n'a prévu la guerre. En revanche, personne n'ayant prévu la guerre, on a un Hitler qui va se prévaloir des recherches de Kraft et compagnie pour pronostiquer les résultats de la guerre. Il va appuyer ses propres stratégies par suite du questionnement des médiums, des savants. Alors ça, c'est un sujet intéressant. À quel point la croyance modifie l'homme, à quel point l'homme modifie la croyance. Les années 30, ça, c'est bien. J'ai lu un ouvrage sur les années 30, ouais. L'astrologie des années 30, 50, dans laquelle, effectivement, c'est vrai que ce sont des années qui sont marquées. Alors, parce que pour comprendre Paul Lecourt, il faut comprendre aussi le contexte. Alors, le contexte, c'est par exemple, notamment, alors, pour ça, un des moins importants, c'est la découverte de Pluton, par exemple. Oui. Pluton, alors, et tout ce qui s'est greffé sur Pluton. Pluton est découvert en 1930. Il y a déjà des ouvrages qui paraissent à peu près à l'époque. Brunumner qui publie, je crois, en 34 ou 35, oui, un ouvrage sur Pluton, qui est immédiatement traduit en français. Ouais. Et il est évident que cette découverte de Pluton est chargée d'une certaine idéologie, qui est Pluton. Parce que là, on tombe, si vous voulez, c'est un point qui me paraît très important, cette évolution de l'astrologie contemporaine qui attache une énorme importance à la découverte de nouvelles planètes. L'astrologie, pendant des siècles. Oui, mais il faut être limité parce que c'est une partie des astrologues qui font beaucoup de raffus autour de cela, mais l'astrologie elle-même ne se modifie pas. On avait déjà, pardonnez-moi, on avait déjà dans la mythologie le comportement que les astrologues vont donner aux natifs de cette planète. D'accord, attendez. Une découverte d'une planète, c'est quand même un événement majeur. Oui. Non, mais attendez, excusez-moi. Oui, donc, mais pas pour les astrologues. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'astrologie a fonctionné avec une astronomie qui était définie et fermée sur elle-même. Bon. Et donc, elle travaillait sur ce qu'on appelle des cycles. Bon. Il y avait aussi les comètes, hein, les nouvelles étoiles. Bon. Mais cette idée d'attacher de l'importance à la découverte d'une planète, de l'émergence d'une planète, c'est une astrologie totalement différente de celle qui existait. C'est cela, voilà. Il faut le dire. C'est tout autre concept de l'astrologie. C'est une anecdote. Alors, il y a des astrologues qui vont dire l'Uranus est apparu en 1781. N'est-ce pas? Il le relie d'ailleurs d'une certaine manière, et en plus ils vont l'attribuer, entre parenthèses, au Verseau. Oui. Ils disent la nouvelle planète qui a été découverte, eh bien, ça va être justement la planète du Verseau. Pour des raisons qu'on peut expliquer, c'est parce que, bon, là c'est un peu technique, parce que dans la théorie des rapports planète-signe, Saturne étant le maître du Capricorne, et qu'Uranus vient après Saturne, on va donc donner le signe qui vient après Capricorne au Verseau. Enfin, on va rentrer dans le cas. Je veux dire que la maîtrise. C'est quand même intéressant de savoir que dans l'histoire de la mythologie du Verseau et de l'ère du Verseau, il y a ce fameux Uranus qui apparaît. Et puis, chronologiquement, dans la mythologie ancienne aussi. Et c'est ça qui pose problème. Le problème, Monsieur Grimaud, c'est qui attribue le nom de Pluton. Voilà, c'est là, il y a une anecdote à citer. Ce qui est assez comique, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas les astrologues qui donnent leur nom à Uranus, Neptune et Pluton, ou à Cérès en 1801, etc., mais ce sont les astronomes. Bon, à ce titre, la Terre est le seul mobile céleste qui n'a pas de nom de mythologie. Et les astrologues, alors là c'est une des choses les plus étranges et les plus bizarres qui soient, ils commentent et ils utilisent les noms qui ont été proposés par les astronomes. C'est pas exact, il faut dire précisément. Le découvreur de Pluton, c'est Percival Lowell par des calculs. Or, son nom, Percival Lowell, c'est P et L. Oui. Et on s'est dit, on va noter le nom de cet individu à travers la manière qu'avaient les Égyptiens, c'est-à-dire on ne prend que les initiales, et donc PL, et on va trouver dans la mythologie un nom qui correspond. On trouve Pluton. Et il se trouve que les astrologues s'en réfèrent à Pluton dans la mythologie pour teinter cette nouveauté. Et ça marche, selon eux. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit des conjonctures événementielles séparées de milliers d'années et sémantiquement aussi. Monsieur, le problème de l'histoire des noms des planètes ne se réduit pas à la question de Pluton.
Non, c'est la même chose pour Urbain Le Que Verrier. malgré tout, il y a une espèce de communauté des astronomes. Bon, par exemple, quand Piazzi, en 1801, découvre les astéroïdes, il appelle Cérès parce que il est sicilien et que Cérès est la déesse de l'agriculture. Bon, à un moment donné, quand Herschel découvre en 1781 Uranus, au début, on dit on va l'appeler Herschel. En son honneur, et puis il a même proposé de l'appeler l'astre du roi George. Oui, c'est encore plus rigolo. Et finalement, on choisit Uranus. Et quand Neptune est découvert, donc il y a toute une histoire sur laquelle on ne va pas rentrer, des noms qui sont donnés aux planètes. Et puis aujourd'hui, on a Eris, et puis aujourd'hui, vous savez, on a décidé que Pluton n'était plus une planète. Alors, on va pas rentrer dans le détail, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a une nouvelle astronomie, nouvelle astrologie, qui attache une importance absolument exorbitante à ces nouvelles planètes, et qui veut vous expliquer que, par exemple, Pluton est né au moment où il y avait la découverte de l'atome, enfin, etc. Donc il y a toute une théorie comme ça. Alors revenons à la question que vous posiez, à savoir le contexte intellectuel, etc. Alors effectivement, il y a le nazisme, il y a l'antisémitisme, il y a donc ce fameux Pluton qui va cristalliser beaucoup de choses au niveau idéologique, et puis il y a les faits historiques. C'est-à-dire qu'il y a, comme disait M. Grimaud, il y a l'histoire qui arrive. Il y a la guerre, il y a l'Empire, il y a le Reich qui se constitue. Le sens est explosé. Il est évident que la coïncidence entre la parution de cet ouvrage, c'est une pure coïncidence, et ça c'est une manière de dire. Non, d'accord. Je fais une petite parenthèse. Oui, c'est une manière de dire. En tout cas, il y a une espèce. Ce qui est intéressant, c'est la conjonction de deux phénomènes, de trois phénomènes, si on veut, qui sont la découverte d'une planète, nouvelle planète qui fait beaucoup réfléchir les astrologues, etc. L'apparition de cet ouvrage pour des raisons qui sont ce qu'elles sont, et puis la guerre, la guerre d'Espagne, etc. Bon, alors la guerre avec des enjeux mythologiques énormes, et notamment la fameuse question des Ariens et des Sémites, etc. Voilà, et tout ça, évidemment, comment peut-on résister comment quelqu'un qui travaille sur ces sujets-là peut-il résister à ce que semble vouloir dire l'histoire? Donc on retombe dans cette question, le dialogue entre l'histoire. Alors c'est l'histoire à chaud. Comment l'histoire à chaud ne peut-elle pas influencer les ésotéristes? Mais l'histoire ne dit rien. Chacun l'interprète. Alors, ce que je souhaite dire, c'est que... Toujours est-il que concernant Paul Lecourt, il a été... il y a une petite chose que je souhaiterais dire juste avant, parce que le sujet est important. Savoir ce qu'oublie de dire et qui est important, M. Heilbronn, à savoir, c'est qu'à cette époque, le scientisme fait que les idées classiques dont s'est nourri Paul Lecourt étaient battues en brèche par justement la découverte. Voilà. D'autre part, pour ce qui concerne le nom des planètes, qui est un aspect obscur de l'histoire, c'est qu'on a refusé globalement chez les astronomes de nommer Herschel ou Roi George parce que c'est de la politique. On a dit non, on va garder l'astronomie à ses sources, la mythologie, etc. Voilà, c'est pour cela. Donc on a abandonné cela. En revanche, la récupération par la guerre de cette thématique, parce que les emblèmes et surtout les symboles sont puissants là-dedans, elle est évidente, et là, ça vaut la peine, puisque Hitler lui-même pensait qu'il était venu pour fabriquer littéralement ce changement. Absolument. Voilà. Il était l'agent. Il pensait lui-même et d'autres penseurs ont pensé comme lui. Voilà, exactement. Et on a noté ce type d'impression n'est pas fondé sur l'astrologie, mais sur l'idée qu'on se fait de ceci, de cela, et de son incarnation. C'est-à-dire, c'est une forme d'orgueil et rien d'autre. Il ne faut pas mélanger les sujets. Alors justement, j'allais le dire tout à l'heure, on a taxé. Oui. Paul Lecourt d'antisémitisme, notamment avec l'apparition de son ouvrage Hellénisme et christianisme, dont on lui accorde une dimension antisémite, avec une première... c'est tout le monde. Parce que moi je n'ai jamais... En 1937 et une réédition en 1942. Alors peut-être pourriez-vous éclairer notre lanterne et celle de nos téléspectateurs en ce qui concerne votre vision des choses. Moi ma vision elle est très simple, d'ailleurs on s'en était expliqué ensemble avec Jacques Heilbronn. Ce que j'ai lu de Paul Lecourt qui m'a intéressé, c'est la nature de ce qu'il évoque en termes d'hellénisme, etc., c'est-à-dire un style. Et quand vous interprétez cela comme un antisémitisme, il dit les Juifs n'ont pas un style particulier qui les rendrait reconnaissables. C'est normal parce que ce sont des gens qui voyagent entre l'Égypte à l'époque hébraïque, entendons-nous. Je ne mélange pas hébreu et juif. Donc il dit ce sont des gens qui voyagent et qui prennent des uns et des autres, ce qui fait qu'ils n'ont pas autre chose qu'un syncrétisme. Donc on ne peut pas parler d'art juif ou d'art hébreu caractérisé. Et en ce sens, je ne considère pas que c'est une attaque contre
la spécificité hébraïco-juive. Donc moi je ne lis pas ça comme étant de l'antisémitisme, simplement il dit tout le monde reconnaît du premier coup d'œil l'expression artistique des Égyptiens, des Grecs, des Gallo-Romains, des Indiens, machin, etc. Pour les Juifs, pour l'instant, il n'y a pas cela. Moi, je ne vais pas plus loin. Je ne connais pas la pensée de Paul Lecourt, parce que je ne suis pas son historiographe. Ce que j'ai lu qui m'intéressait, si je puis dire, ça n'est pas la dimension sociale de l'individu, la dimension politique, ni même la dimension religieuse, parce que lorsque vous lirez les ouvrages de Paul Lecourt, ce qui marque, c'est que c'est un être fébrile à l'intérieur. C'est un être qu'il dit avec une grande franchise et une naïveté ce qu'il perçoit. Il peut se tromper. Je ne pense pas qu'on puisse dire de lui qu'il a une activité politique contre le peuple juif, contre les Hébreux, contre ce que l'on peut lire voilà. Aujourd'hui, tant dans les ouvrages que sur des sites il est facile actuellement, c'est à la mode. C'est comme fasciste et antisémite. Non, mais ça, c'est ce qu'on trouve sur Internet et Wikipédia. Voilà. J'aimerais bien qu'il y ait... Je suis allé par curiosité, justement, juste avant cette invitation, parce que je me suis dit, s'il y a des éléments de cette espèce, je vais les trouver, comme ça se fait dans les pages Wikipédia, en bas, avec des liens. Je suis allé, tous les liens étaient morts, c'est-à-dire ils étaient inactifs. Et je n'ai pas trouvé de texte qui permettrait de dire « oui, Paul Lecourt, c'est un antisémite, un pro-arien, un pro-nazi, etc. » C'est peut-être l'interprétation qu'on fait de son ouvrage « Hellénisme et christianisme ». Non, je pense que c'est abusif. Non, c'est abusif. Il dit parler de l'hellénisme et du christianisme parce qu'il pense qu'il y a un lien objectif culturel puisque les textes néo-testamentaires sont écrits en grec. Il y a bien une raison à cela. Et cela détache ça de la zone géographique et culturelle générale, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. En araméen, en hébreu, il y a des mélanges, puisqu'il y a du grec ancien dedans. Nous allons laisser maintenant la parole Donc, je ne me perçois pas comme vous le dites. Oui. Donc moi, je ne dis pas que Lecourt est antisémite ou non, je ne sais pas. Bon, l'article que vous avez, là, que j'ai publié sur le Curat, donne des citations très précises, qui sont à la fois empruntées à l'ouvrage que vous venez de citer, mais qui sont également dans les éditions de l'Ère du Verseau. Parce que nous sommes en train de parler de l'Ère du Verseau. Cette première édition comporte des rééditions qui ont intégré un certain nombre d'informations. Qui étaient... alors c'est donc... il n'y a pas besoin d'aller chercher sur Internet. Moi, j'ai donné les citations exactement... hors contexte. Et c'est ça qui m'embête. Hors contexte, en fait, ça me gêne. C'est pour ça que je vais m'en expliquer. Maintenant, ce que vous dites concernant... par exemple, il cite, par exemple, un auteur que je connais très bien, qui est Auguste Rolling. Alors, Auguste Rolling, moi, je suis un historien. C'est un de mes sujets de prédilection. Je connais bien Auguste Rolling, qui est l'auteur, en 1871... d'un Talmud Jude, le juif qui a été traduit par Édouard Drummond, préfacé par Édouard Drummond, le juif selon le Talmud. Pour comprendre effectivement cette importance de Paul Rolling, il faut se resituer dans les publications parisiennes, enfin francophones, de la fin des années 80, qui voient émerger une thèse qui est très intéressante. Et à laquelle les Juifs se dépêchent de répondre, en disant « mais nous, de toute façon, nous ne sommes plus dans le Talmud ». Alors les Juifs religieux, évidemment, ils sont obligés de dire que c'est ça, mais les Juifs non pratiquants vont dire « mais nous, on n'est plus concernés par ça ». Et de là, on leur répond « oui, mais en réalité, malgré tout, vous l'êtes. Parce que d'abord, vous êtes les héritiers d'une tradition, et d'autre part, parce que, et là on est dans des sujets un petit peu délicats, parce que vous avez ça un petit peu dans vos gènes, et que c'est une clé pour comprendre votre devenir, ce qui est tout à fait normal. C'est un discours, c'est un livre qui est important, quand pendant des milliers d'années on vit avec ce livre, effectivement, bon. Alors, et d'où l'idée intéressante, qui consiste à dire, eh bien finalement, les Hébreux, c'est très bien, les Hébreux, c'est très bien, ils ont effectivement reçu le livre, ils étaient en alliance, etc. Mais, entre-temps, il y a eu le Talmud. Et ce Talmud a complètement dévoyé le peuple juif, l'a fait perdre sa dimension de peuple élu, etc. Donc, en fin de compte, le Talmud devient un instrument extrêmement efficace contre les Juifs. Et d'ailleurs, entre parenthèses, comme vous le savez très bien, probablement,
tous ces travaux-là de la fin du XIXe siècle ont été énormément répandus par la presse catholique. Enfin ça, on ne va pas vous faire un dessin là-dessus, etc. Il y a eu du travail sur la croix, etc. Donc c'est un débat qui n'a pas du tout laissé indifférent les milieux chrétiens. Et effectivement, moi je trouve ça extrêmement ingénieux, ce processus, n'est-ce pas? De dire, oui, ben, on ne va pas contester, parce que quand on est chrétien, on ne va pas contester le rôle des Hébreux. Hein, ils ont reçu la loi Sarah. Mais, et en même temps, il y a quelque chose qui, au niveau historique, fait que les Hébreux ne sont plus ce qu'ils sont. Comment expliquer ça? Pour les chrétiens, il reste le peuple déicide, quand même. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais il y a quand même une volonté, quand même, de dire qu'à un moment donné, les choses... Donc, c'est un problème de théologie. Quelle place donner aux Juifs au niveau théologique, en respectant à la fois ce qu'ont été les premiers Hébreux, qui ont été les dépositaires de la loi, etc., et aussi expliquer pourquoi dans l'histoire du peuple juif depuis 2000 ans, ils ont été dans des situations d'errance, de persécution, etc. Et on propose comme explication le Talmud qui aurait corrompu la pensée juive, l'esprit juif, etc. Bon, alors, effectivement, ça fait un peu écho à cette espèce d'ambiguïté, savoir, oui, les Hébreux, oui, les Juifs, non. Alors, justement... Jacques Grimaud se propose de nous donner sa définition. Alors, je voudrais tout simplement vous remercier, messieurs, tous les deux, pour avoir abordé ce point qui, pour certains, et en tout cas pour moi, est crucial. C'est Paul Lecourt, était-il ou non antisémite? Et je crois que c'est bien la première fois que l'on a pu débattre. Bon, alors je souhaiterais mettre en grosso modo un bémol à ce qui était dit, qui est clair et net et précis, qui est incomplet parce qu'il faut nuancer. Lorsqu'on parle du Talmud, il y a beaucoup de choses dans le Talmud qui sont parfaitement recevables du point de vue religieux. Il y a d'autres choses qui ressemblent à de la politique, etc. Mais là où, où ça ne me convient pas, c'est que Rowling ne s'appuie pas sur le Talmud, il s'appuie également sur les Toledo de Jésus, qui est en fait un brûlot antichrétien. Donc, que l'on mélange la réaction des chrétiens, Rowling ou n'importe qui, en disant « ils disent ceci » alors qu'on ne prend pas les sources réalistes, à savoir les Toledo de Jésus, c'est un véritable brûlot anti-chrétien. Je peux même pas citer les textes tellement ils sont violents. Donc il faut nuancer tout cela, mais ça n'est pas la problématique de Paul Lecourt, ça c'est pas son truc. Lui, il est dans une ambiance générale délétère, tordue. Il peut être, traité d'antisémite à la mode, entre guillemets. C'est-à-dire la problématique antisémite se pose à cette époque, non pas de son fait. Il n'est pas partie prenante, c'est parce qu'il y a Hitler et toute sa clique de nazis qui impose, voilà. Mais lui, c'est pas son problème. Lui, c'est l'ère du Verseau, c'est l'humanité. Il dit les Juifs sont importants là-dedans parce qu'ils sont les promoteurs et la source originelle, culturelle et historique du christianisme qui semble être le moteur de société actuelle. C'est pas dans un autre sens qu'il faut le chercher. C'est pas un type qui a essayé d'attaquer les Juifs, les Hébreux. Il ne dit surtout pas les Hébreux c'est bien et les Juifs ce n'est pas bien. Il dit qu'il y a une différence notable, c'est que les Hébreux étaient entièrement assujettis à la religion hébraïque, ce que les Juifs ne sont plus maintenant. Il y a des Juifs qui sont talmudiques, des Juifs qui s'occupent de la Torah, des Juifs libéraux, des Juifs qui n'ont strictement rien à faire, et le non-juif, ça ne définit rien. Il faut être clair. On n'est pas juif parce qu'on serait né en Judée. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire, on peut raconter n'importe quoi sur le sujet. Donc on va revenir à je pense dire une chose importante sur cette cause-là. Paul Lecourt, il se situe très clairement en tant que chrétien. Mais c'est pas parce qu'il est chrétien qu'il combattrait quiconque. Quand on parle de Paul Lecourt, en fait, l'ère du Verseau, le sujet de l'ère du Verseau, il ne l'a pas trouvé lui-même. C'est qu'il a fait des rencontres, on lui a dit, tu sais, tu as lu ça dans Platon, dans le grec. Ça, c'est un sujet que tu devrais fouiller. Et qui a-t-il rencontré? C'est là qu'on va intervenir avec Marguerite Marie Alacoque et retrouver le prophétisme, c'est-à-dire cette idée de paray-le-monial, grand centre chrétien. Alors, je souhaite qu'on n'oppose pas un antisémitisme à un christianisme, qui sont à la mode, certes, mais qui n'enrichissent pas le débat sur l'ère du Verseau ni sur Paul Lecourt, mais qu'on revienne, si je puis dire, à des choses plus importantes. J'aurais préféré qu'on aborde ce sujet dans un cadre très précis, c'est Paul Lecourt et l'antisémitisme. Voilà. Monsieur Grimaud, tout à l'heure, je faisais allusion aux stratégies qui consistent à dire que des temps sont révolus.
Alors, tout à l'heure, on a dit que la papauté était révolue, soi-disant, parce que... On dit, ça n'est voilà. pas mon propos. Bon. Hein. Et le fait de la question, vous savez très bien, enfin c'est pas nouveau de dire qu'il est évident que pour les chrétiens, le problème de savoir si le temps des Juifs est révolu est un problème quand même récurrent. Donc on va pas se balayer la face. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Non, il dit qu'il y aura une conversion. À l'arrière-plan de la notion de dire que les choses ont changé, que les temps ont changé, et que ceux qui étaient avant dans la légitimité ne le sont plus. Bon, alors ça, on peut dire aussi que Jésus le dit. C'est pour ça qu'il le dit. On peut dire aussi que on peut dire d'une certaine manière que les travaux de Charles-François Dupuy en 1790 étaient marqués par une forme d'antipapauté. Bon, c'est un fait. Le phénomène de l'antipapauté, il a existé. Il a existé chez les protestants. Ouais. Qu'à un autre moment, il puisse y avoir des positions d'anti-judaïsme et que d'une certaine manière, pour forcer un peu le trait, que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale apparaissait comme la confirmation que le temps des Juifs était révolu. Et qu'il était révolu d'ailleurs de manière tout à fait apocalyptique. Ça n'a rien d'extraordinaire. Hein, oui, alors, on ne peut pas dire que quelqu'un qui pense là... Tout à l'heure, quand vous parlez de la théorie des cycles, n'est-ce pas, prenons de la distance, oui, prenons de la hauteur. C'est ce que je souhaite faire, justement. L'anéantissement des Juifs, ce n'est jamais qu'un détail à l'échelle de... Ça, ce serait être Le Pen. Soyons clairs. Ça n'est pas un détail, ça n'est pas le sujet de la réunion. Non, mais je veux dire que c'est, vu avec de la distance, avec une telle distance, c'est secondaire. Ah non, il ne s'agit pas de mettre de la distance entre les Juifs et cela, mais entre le sujet, c'est-à-dire Paul Lecourt, l'ère du Verseau. Ce qu'on peut faire, c'est dire quelques mots sur l'ère du Verseau et sur l'humanité, et ce que l'on en attend, avec le retour peut-être du Christ. Je vous donne la parole. Effectivement, l'ère du Verseau aujourd'hui est parfaitement entrée dans la démarche de l'astrologie contemporaine, hein, comme Pluton, comme Uranus, comme etc. Bon, ça fait partie des acquis de l'astrologie contemporaine. On est passé d'une simple description sur laquelle on n'a peut-être pas assez insisté concernant des corrélations entre des symbolismes et des éléments cosmiques, etc. Et maintenant, on a complètement dépassé ce stade-là, puisqu'on n'est plus en train de nous dire normalement on devrait dire adoptons la symbolique du Verseau, adoptons tel et tel emblème aquarien, et puis on sera en règle au niveau de la ration. Or, on n'est pas du tout en train de dire simplement ça, comme les autres ont adopté le taureau, nous on va adopter le vase, je ne sais pas quoi. On est en train de dire l'ère du Verseau, il va se passer des choses. Très bien, je vous remercie. Jacques Grimaud. Alors, les apports de Paul Lecourt, pour moi, sont très clairs. Il fait référence à une méta-histoire que ni l'historien ni l'astronome ne peuvent atteindre. C'est son intuition d'homme, et non pas de doctrinaire, d'idéologue, qui lui a fait appréhender cette chose-là. Il l'a développé avec un livre qui a eu du succès. Je pense que quoi que puisse en penser en matière d'antisémitisme, Monsieur Heilbronn, il faut lire cet ouvrage parce qu'il met l'homme au centre de son univers, c'est-à-dire quel est le sens de l'univers, quel est le sens de la vie, quel est le sens du devenir. Il pose très clairement, mais à sa manière et en platonicien, le problème du cadre dans lequel l'homme se développe dans sa partie d'univers et surtout quelle est sa responsabilité d'homme vis-à-vis de ceux qui vont le suivre. Et ça, en Atlantis, l'association que je préside, nous prolongeons cette étude qui est parfaitement d'ordre scientifique dès lors que ce problème se pose réellement. Voilà la nuance. Et ça, je dis à la mémoire de Paul Lecourt, il s'est peut-être trompé sur des tas de choses, mais ce problème est un problème réel, réaliste. Et il faut étudier ce que lui n'a pas nommé, mais a présenté comme une méta-histoire et qui était déjà de l'ordre de l'héritage des anciens, c'est-à-dire les Égyptiens, les Sumériens, les Grecs qui ont suivi. En réalité, ce dont il est question là, c'est d'un héritage. Il ne s'agit pas de fonder des théories scientifico-abstraites, etc. Il s'agit d'aller rechercher dans l'histoire ce que d'autres ont vu et que nous n'aurions pas vu. Merci. Jacques, je vous remercie.